Mes parents ont refusé de payer le moindre euro pour mes études, et m'ont dit de rester travailler au café familial. Alors, je suis parti et j'ai construit ma propre vie. Des années plus tard, ils m'ont réclamé 135 000 € pour le mariage de ma sœur, et je leur ai donné la réponse exacte qu'ils m'avaient autrefois donnée. Salut Reddit. J'ai grandi en tant qu'enfant de secours, dans une famille qui n'investissait que dans ma sœur. Alors, j'ai fait profil bas, j'ai construit ma propre vie à partir de rien, et je suis enfin parti. Mais juste au moment où je pensais être libre, ils sont revenus, la main tendue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi revenir là où tout a commencé. Je m'appelle Calvin Ward. J'ai 26 ans maintenant, et je travaille dans l'analyse financière, pour un cabinet à North Crest City. Mais cette histoire ne commence pas là. Elle commence à Willow Hills, la petite ville où j'ai grandi, dans une modeste maison à 2 étages qui ressemblait à toutes les autres maisons de notre rue. Mon père, Douglas, tenait un café de quartier. Ma mère, Janet, restait à la maison la plupart du temps, et ma sœur, Lydia, était le projet de fierté officiel de la famille. Si vous avez grandi avec un frère ou une sœur qui était l'enfant prodige, vous comprendrez immédiatement la suite. Lydia ne recevait pas seulement des éloges. Elle avait droit à des annonces. Ses réussites, ses compliments, ses moments les plus anodins, tout devenait un événement. Pendant ce temps, j'ai appris très tôt que mon rôle dans la famille, c'était celui du second plan. Mon père a été le premier à me le faire comprendre. Il me faisait faire les corvées du café, avant même que je ne sache épeler la moitié des mots du menu. Des cartons lourds, les livraisons, le nettoyage, et les réparations diverses qu'il ne voulait pas faire lui-même. Si une canalisation était bouchée, c'était soudainement une bonne leçon de responsabilité. Si des chaises devaient être déplacées, il me tapotait l'épaule, et me disait que j'étais fait pour le travail manuel. Fait amusant, un jour, un client m'a donné 20 € de pourboire, pour avoir couru apporter sa commande à sa voiture, sous la pluie. Papa l'a pris, et j'ai découvert plus tard qu'il l'avait donné à Lydia, comme récompense pour ses bons résultats à l'école. J'avais 12 ans. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'effort n'était pas la monnaie d'échange dans notre maison. L'image, si. Maman n'était pas aussi directe à ce sujet, mais elle avait sa propre manière de tracer les limites. Elle qualifiait Lydia de « brillante », de « douée », de « notre étoile ». Moi, j'étais « stable », pratique, et « doué de mes mains », ce qui est le langage codé des parents pour dire « ne vise pas trop haut ». Elle le disait d'une voix douce, comme si elle me rendait service, en gardant mes attentes sous contrôle. Les réunions de famille suivaient le même schéma. Nous nous asseyions dans le salon, plein de parents, et la conversation tournait autour des exploits de Lydia, ce mois-ci. Ça ne me dérangeait pas de parler, mais personne ne me posait de questions. Au bout d'un moment, j'ai simplement arrêté d'essayer. Je m'asseyais, j'écoutais, et je rangeais chaque commentaire dans un coin de ma tête. Non pas que je voulais me venger, ou quoi que ce soit de dramatique, mais j'ai juste appris que prêter attention comptait plus que de se plaindre. La vie de tous les jours avait ses propres petits rappels de ce système de classement. Quand un nouveau téléphone sortait, c'est Lydia qui l'avait. Moi, je récupérais son ancien modèle fissuré, avec une batterie qui tenait à peine 1 heure. Quand elle ne rentrait plus dans ses vêtements, ils devenaient les miens, s'ils étaient suffisamment unisexes. Sinon, maman me prenait des trucs en solde, dans un rayon discount, en disant que c'était bien suffisant pour l'école. Rien de tout cela ne m'a rendu amer, à l'époque. Les enfants ne mettent pas d'étiquette sur ces choses-là. On se contente de vivre le schéma qu'on nous impose. J'encaissais le manque de respect en silence, parce que me disputer ne changeait jamais rien. Ça me faisait juste passer pour un dramatique, ou un ingrat, 2 mots que mon père adorait utiliser, chaque fois que je soulignais le 2 poids, 2 mesures. Alors, je me suis adapté. J'ai arrêté d'attendre l'équité. J'ai arrêté d'attendre les éloges. Au lieu de ça, j'observais. Quand on grandit en tant qu'enfant de secours, soit on craque, soit on devient observateur. J'ai choisi d'être observateur. J'ai appris à identifier qui investissait en moi, quasiment personne, et qui investissait en Lydia, tout le monde. J'ai appris quelles promesses étaient réelles, celles de mes grands-parents, et lesquelles n'étaient que du bruit, celles de mes parents. Au moment où je suis arrivé au lycée, le schéma était si évident que je ne prenais plus rien personnellement. Lydia réussissait ? Tant mieux pour elle.
Je savais juste que rien de tout ça ne se traduirait par une aide pour moi. Si je voulais quelque chose, j'ai compris qu'il faudrait que je trace mon propre chemin. Avec le recul, cet état d'esprit s'est avéré être le meilleur outil de survie que j'avais. Ça ne m'a pas rendu plus froid. Ça m'a rendu plus lucide. Je n'étais pas confus quant à ma place dans cette maison. Je n'attendais pas d'excuses, ni un moment soudain où il me regarderait, et réaliserait que je valais autant que ma sœur. Lydia a été admise à l'université de Ridgeview, au début du printemps de ma première. Au moment où cette enveloppe a atterri dans la boîte aux lettres, notre maison s'est transformée en un véritable char de parade. Janet a appelé tous les membres de la famille à qui elle avait déjà parlé. Douglas a fermé le café plus tôt, pour que la famille puisse fêter ça dignement. Apparemment, ça signifiait que Lydia choisissait le dîner, Lydia choisissait le dessert, et Lydia choisissait quelles photos seraient publiées en ligne, avec des légendes comme « tellement fière de notre brillante fille ». Nous avons économisé pour ça, depuis sa naissance. Cette phrase m'est restée en tête. Économiser depuis sa naissance. Personne n'avait jamais rien dit de tel à mon sujet. Pourtant, je supposais que mon tour viendrait. Pas avec des fanfares, juste avec de l'équité. En terminale, mes notes étaient stables. Principalement des A, quelques B, et un club que j'aimais vraiment. Je n'étais pas un prodige, mais je n'étais pas un poids mort non plus. Je faisais les services que Douglas m'assignait au café, je m'occupais des tâches lourdes sans me plaindre, et je faisais profil bas. Postuler à l'université me semblait être la prochaine étape logique, pas un saut dans le vide. Un soir, après le dîner, j'ai abordé le sujet, calmement et directement. Maman, papa, j'ai regardé les universités. Je veux postuler. Janet n'a même pas fait de pause. Elle a ri, pas méchamment, juste avec dédain. Calvin, chérie, l'université, ce n'est pas vraiment ton truc. Tu es plus pratique. Il n'y a rien de mal à ça. Douglas a hoché la tête, comme si elle venait de faire une remarque profonde. Ta sœur est une intellectuelle. Toi, tu es manuel. Le monde a besoin des deux. Ils l'ont dit, comme si les rôles avaient été assignés à la naissance, et ne pouvaient pas être changés. Je n'ai pas discuté. J'ai juste clarifié. Mes notes sont solides. Je peux être accepté. Je veux étudier la finance. Douglas s'est frotté la mâchoire, comme si mes mots l'agaçaient. Calvin, le café traverse une période difficile. Les affaires sont en baisse. On a besoin de toi, ici. La famille ne peut pas se permettre de te perdre maintenant. C'était nouveau. Il n'avait jamais prétendu que le café était en difficulté avant. J'ai attendu. Il s'est penché en avant. Soyons clairs. J'ai besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne s'enfuira pas. Si tu restes, je te mettrai à temps plein sur la fiche de paie. Un travail stable, des possibilités d'évolution, une voie responsable. Janet est intervenue. Ça nous aiderait tous, chérie. Puis, Douglas a sorti un dossier, un vrai dossier, et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur, se trouvait un contrat de travail à long terme, avec sa signature déjà apposée. 5 ans, un emploi du temps bloqué, interdiction de suivre des cours dans une autre ville. Ça te protège, et ça nous protège, a-t-il dit. Si tu signes, au moins on saura que le café ne s'effondrera pas. On t'a élevé mieux que ça, pour que tu ne cours pas après des idées risquées. C'était de la culpabilité, déguisée en devoir familial. De la responsabilité, enroulée autour d'un piège. J'ai gardé ma voix égale. Je suis prêt à aider, mais je peux travailler à temps partiel tout en étudiant. Je peux rentrer les week-ends. Je peux adapter mes horaires en fonction des cours. Douglas a immédiatement balayé cette idée. Pas assez. Tu seras distrait. Le café a besoin d'un engagement total. Très bien, alors. J'ai essayé un autre angle. Je ferai un accord de prêt formel, ai-je dit. Les frais de scolarité. Je les rembourserai, avec intérêt. On peut le mettre par écrit. Je signerai toutes les garanties que vous voulez. Janet n'a pas hésité. Pas d'emprunt. Par principe, notre famille ne fait pas de prêt. C'était le même principe qu'ils abandonnaient, dès que Lydia voulait quelque chose de cher. J'ai refermé le dossier, je l'ai repoussé, et je n'ai plus rien dit.
ça ne servait à rien. Leur décision ne concernait pas le café, et elle ne concernait pas non plus le côté pratique. Il s'agissait de savoir où ils plaçaient leurs valeurs. Lydia valait la peine qu'on investisse en elle. Moi, je valais la peine qu'on m'utilise. Je n'ai pas perdu une seconde de plus à argumenter. Leur décision était prise. La mienne aussi. Le lendemain après-midi, j'ai pris le bus pour aller chez mes grands-parents, Franklin et Marjorie. Je leur ai tout raconté, sans drame, juste les faits, tels quels. Ils ont écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, Franklin s'est calé dans son fauteuil, respirant lentement par le nez, comme il le faisait quand il était en colère, mais ne voulait pas le montrer. « Tu veux aller à l'université ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. « Et tu travailleras, tu étudieras, tu te débrouilleras. » « Oui. » Il a hoché la tête, une seule fois. « Alors, tu iras. » Au cours des 2 semaines suivantes, Franklin a passé des appels, rempli des papiers, et a contacté un vieil ami qui travaillait dans l'immobilier. La 3e semaine, il avait vendu la vieille propriété de campagne, et les terres qui y étaient rattachées. Cette propriété appartenait à notre famille depuis des générations. Il n'a pas traité ça comme une tragédie. Il a traité ça comme un investissement. En moi, pour être honnête. Je me sentais mal à ce sujet, mais j'avais déjà décidé que je leur rembourserais chaque centime qu'ils avaient investi en moi. Quand ils m'ont tendu le bordereau de dépôt, couvrant mes frais de scolarité pour la première année, je ne savais pas comment réagir. La vente a couvert mes frais de scolarité pour la première année, et a laissé une modeste réserve, au cas où j'aurais besoin d'un coup de pouce plus tard. Franklin a simplement dit, fais en quelque chose. Fais en sorte que ça compte. Je n'ai jamais oublié ça. Le jour du départ est arrivé en août. J'avais 18 ans. Le bus pour North Crest City partait à midi. Franklin et Marjorie m'ont conduit à la gare, avec une petite boîte de collation, et un pull, parce que le temps en ville est imprévisible. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit d'appeler dès mon arrivée, et m'ont rappelé qu'ils étaient fiers. J'ai jeté un regard autour de moi, m'attendant à moitié à voir apparaître Douglas ou Janet. Ils ne sont pas venus. Je suis monté à bord, quand même. Quand le bus est parti, je ne me suis pas senti abandonné, juste confirmé dans mes certitudes. Je suis parti une fois. Pas de poursuite, pas de seconde invitation. North Crest City n'était pas glamour, mais elle semblait plus grande que tout ce que j'avais connu. J'ai emménagé dans une résidence étudiante, près du campus, et j'ai commencé ma spécialisation en gestion des investissements. Les cours étaient denses, les manuels scolaires étaient chers, et les professeurs parlaient comme si tout le monde possédait déjà un portefeuille d'actions. Ce n'était pas mon cas. J'avais un cahier, une calculatrice, et la pression de ne pas gâcher ce que Franklin et Marjorie avaient sacrifié. Ma routine s'est rapidement installée. Les cours le matin, un travail à temps partiel dans un café l'après-midi, et les études jusqu'à ce que la sécurité du campus rappelle à tout le monde que le bâtiment fermait. De la nourriture bon marché, des vêtements bon marché, tout était bon marché. Je maintenais mes dépenses au plus bas, car ma fierté m'empêchait de demander un centime à Douglas ou Janet. De toute façon, ils n'ont rien proposé. Le silence rendait les calculs faciles. Les vacances sont passées. Je ne suis pas retourné à Willow Hills, sauf pour de courts séjours chez Franklin et Marjorie. Ils avaient toujours une chambre prête, même après avoir déménagé de la vieille propriété de campagne. Nous mangions des repas simples, et parlions des cours, pas des querelles familiales. Ils n'ont jamais insisté pour avoir des nouvelles de Douglas ou Janet, et je n'en ai jamais donné de mon plein gré. La distance aidait. Pas une distance dramatique, juste le genre de distance silencieuse, qui grandit quand les gens arrêtent d'être là pour vous. Les années universitaires se sont écoulées, dans un cycle de travail, d'études, et de progrès que je pouvais mesurer. Ma moyenne générale a grimpé. J'ai accumulé des heures de stage partout où je pouvais. J'ai appris Excel sur le bout des doigts. Je me suis entraîné à des entretiens blancs, avec quiconque voulait bien m'accorder du temps. Rien de tout cela n'était glamour, mais ça m'a donné des atouts. Lent, constant, et réel. La remise des diplômes m'a touché plus que je ne l'aurais cru. J'avais 22 ans, à l'époque. Ce n'était pas de l'émotion, juste de la clarté. J'avais réussi, sans prendre de raccourcis. Franklin et Marjorie sont venus à la cérémonie, se sont assis au premier rang,
et ont applaudi comme si j'avais été accepté à la NASA. Douglas et Janet ne sont pas venus. Ils n'ont pas appelé. Pas même un « félicitations » générique. Je n'en attendais pas. La recherche d'emploi après l'université a été difficile. Les entreprises voulaient une expérience que je n'avais pas, et les stages ne comptaient qu'à moitié. J'envoyais des candidatures tous les matins, et je vérifiais mes emails le soir. Des semaines se sont écoulées, sans réponse, ou avec des rejets types. Je ne l'ai pas pris personnellement. C'était le marché, pas un jugement sur ma personne. Finalement, une petite société de courtage, appelée Arbor Ridge Capital, a déclaré qu'elle avait besoin de quelqu'un pour de la recherche, au niveau débutant. Ils ont été directs. Salaire bas, longues heures, et tâches ennuyeuses. J'ai accepté immédiatement. L'ennui n'était pas un problème. L'ennui, c'était la stabilité. Avec le travail, est venu mon premier appartement, sur Cedar Street. L'immeuble n'était pas dangereux, juste délabré. Peinture écaillée, ascenseur lent, et des voisins qui ne parlaient pas beaucoup. Je n'avais pas besoin de luxe. J'avais besoin de mon propre endroit, de mes propres clés, et d'une porte qui se fermait. Quelques mois après avoir commencé le travail, j'ai reçu un message de Hollis, un gars que je connaissais de Willow Hills, qui naviguait entre les cercles sociaux. Rien d'important, juste un lien vers une publication de Lydia. Légende, fier de mon frère qui a obtenu son diplôme. Je l'ai aidé à le guider dans ses candidatures et ses dissertations, à l'époque où il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Me guider ? Lydia ne m'avait même pas demandé quelle était ma spécialisation. Je l'ai lu 2 fois, non pas que ça m'ait blessé, mais parce que c'était un nouveau développement. Elle ne m'attaquait pas, elle réécrivait l'histoire autour d'elle. Un petit mensonge précoce, mais un mensonge quand même. Je n'ai pas commenté, je ne l'ai pas appelé, et je n'ai pas demandé de correction. J'ai enregistré l'information, comme tout le reste. Les schémas comptent plus que les publications. Environ une semaine plus tard, Lydia m'a envoyé un message directement, pour la première fois depuis des années. Et, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Viens dîner vendredi ? J'adorerais qu'on se rattrape. Où ça ? Chez moi. Sans chichi. Juste nous, et maman et papa. Sans pression. Ce « sans pression » était le signal d'alarme. Le ton de Lydia était toujours le plus enjoué quand elle voulait quelque chose. Je lui ai dit que je viendrais. Vendredi soir, je me suis dirigé vers son quartier, en gardant mes attentes au plus bas. Pas pessimiste, juste réaliste. Lydia ne me contactait jamais, à moins d'avoir un but précis. Peut-être voulait-elle se vanter de Ridgeview. Peut-être voulait-elle une photo pour les réseaux sociaux, pour coller à son histoire. Peut-être voulait-elle quelque chose de moi. Je n'y allais pas à l'aveugle, et je n'y allais pas non plus plein d'espoir. La maison est apparue. Une de ces constructions modernes, que Willow Hills a commencé à ajouter après que des gens de la ville s'y sont installés. Lumières allumées, des silhouettes à l'intérieur, des conversations déjà en cours, sans moi. Comme dans mon enfance. En remontant l'allée, je pouvais voir mon reflet dans la porte vitrée. Calme, maître de moi, exactement comme je voulais être. J'ai frappé une fois. Lydia a ouvert la porte, avec un sourire trop éclatant pour être désinvolte. Calvin, enfin. Tu nous as manqué. Manqué ? Peu probable, mais je suis entré quand même. À l'intérieur, les lumières du salon étaient assez vives pour donner l'impression d'une mise en scène, comme si un agent immobilier allait entrer avec un groupe d'acheteurs potentiels. Janet était assise sur le canapé, avec le genre de posture qui lui donnait l'air d'être en permanence prête pour une photo. Douglas tenait un verre à la main, le faisant tourner comme s'il pensait à quelque chose d'important, même si ce n'était probablement pas le cas. Et Bryce, le fiancé de Lydia, se tenait près de la table à manger, habillé comme s'il animait un cocktail d'entreprise, au lieu d'un simple dîner de famille. Veste repassée, chemise parfaite, poignets alignés. Cet homme ne se froissait jamais. Ils étaient déjà au milieu d'une conversation, sans moi. Normal. Je n'étais pas surpris. Ils avaient maîtrisé l'art de commencer chaque événement comme si je n'en faisais pas partie. Prends une chaise, a dit Lydia, en me guidant vers la table, avec ce sourire éclatant et trop agréable, qui signifiait qu'elle menait la danse. Le sourire a disparu,
à la seconde où elle s'est détournée, mais elle a supposé que je ne l'avais pas remarqué. Au moment où je me suis assis, elle a repris la phrase qu'elle était en train de construire. Alors, a-t-elle dit, en m'adressant un sourire poli, avec une pointe d'ironie derrière. Tu es toujours dans cette société de courtage. Arbor Ridge Capital, ai-je précisé. C'est ça, c'est ça. Son ton donnait l'impression que c'était une supérette. Ça doit être mignon. Vous avez de vrais clients là-bas, ou c'est surtout des feuilles de calcul? Janet a ri, de ce ton de mère en représentation qu'elle réservait uniquement à Lydia. Chérie, sois gentille. Je suis sûr que le travail de Calvin est stable. Le travail pratique est important. Douglas est intervenu, sans lever les yeux de son assiette. Si jamais ça ne marche plus, le café est toujours là. On peut toujours avoir besoin de bras fiables. Il a eu un sourire narquois, comme s'il venait de raconter la blague de l'année. Les plans B, c'est précieux. Lydia a gloussé. Bryce a offert un sourire poli. Le genre de sourire que les gens font quand ils ne veulent pas participer, mais veulent paraître solidaires. Je suis resté silencieux, non pas par choc. Rien ici n'était nouveau. J'avais entendu ces répliques assez de fois pour en prédire le rythme. J'ai juste regardé, les laissant jouer leurs pièces sans mon aide. Janet s'est penchée en avant, entrelaçant ses doigts comme si elle se préparait à une conversation à cœur ouvert. Tu habites où, déjà? Cedar Street, oui, ai-je répondu. Lydia a écarquillé les yeux, d'une surprise exagérée. Sérieusement? Ce n'est pas un de ces quartiers pour débutants? Je suis passé en voiture une fois. Ça avait l'air. À l'étroit. À l'étroit, dans sa bouche, se traduisait directement par « en dessous de nous ». Douglas a hoché la tête, comme pour confirmer un rapport officiel. J'ai vu aux informations que le quartier n'est pas exactement de premier choix. Tu es sûr que c'est là que tu veux être? Aucune réaction de ma part. Cedar Street n'était pas luxueuse, mais elle était à moi. Elle était payée par mon propre travail, pas par celui de quelqu'un d'autre. Il ne comprendrait pas cette différence. Le dîner a continué sur le même rythme. De petites piques, déguisées en conversation anodine. Lydia, maintenant employée à l'université de Ridgeview, a parlé de son travail, en utilisant des mots à la mode, et en insistant sur ses responsabilités, comme si elle s'attendait à des applaudissements. Toutes les quelques phrases, elle me jetait un coup d'œil, pour vérifier si j'avais l'air impressionné. Je ne l'étais pas. Douglas glissait des commentaires occasionnels, comme « les emplois de bureau forgent le caractère » et « certaines personnes ne sont pas faites pour le travail à haute pression ». Janet a demandé si j'avais pensé à quelque chose de plus stable, à long terme, ce qui était sa manière codée de suggérer que je devrais arrêter de viser plus haut, pour que l'éclat de Lydia reste incontesté. À un moment donné, Lydia a commencé à expliquer un projet qu'elle dirigeait. C'est tellement intense. Beaucoup de responsabilités. Tout le monde ne peut pas gérer ce genre de pression. Janet a acquiescé. Ton frère est plus adapté à la fiabilité. Il a toujours été comme ça. Douglas a ricané. Il finira bien par trouver sa voie. Chaque commentaire avait un message, sache où est ta place. Ne dépasse pas ce que nous avons décidé que tu étais censé être. J'ai recueilli chacun d'eux, comme des points de données. Sans animosité. Juste de l'observation. Finalement, quand les assiettes ont été débarrassées, et que le dessert est apparu, j'ai décidé que j'avais entendu tout ce dont j'avais besoin. Le scénario était prévisible. Les pics étaient prévisibles. La dynamique n'avait pas changé. J'ai tranquillement repoussé ma chaise, et je me suis levé. J'y vais. Lydia a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas préparé cette réplique. Quoi? Tu pars déjà? J'en ai assez pour ce soir. Douglas a reniflé. Toujours aussi dramatique. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers la porte. La main sur la poignée, j'ai entendu des pas derrière moi. Mesuré, délibéré. Bryce. Calvin, a-t-il dit. Une seconde. Je me suis retourné. Il est entré dans le couloir, avec le calme étudié de quelqu'un habitué à être écouté. Il a joint ses mains derrière son dos, comme s'il s'agissait d'un entretien d'évaluation. Je veux juste que les choses soient claires,
a-t-il dit, d'une voix basse et douce. La soirée de ce soir n'était pas censée être tendue. J'ai attendu. La pause lui a indiqué de continuer. Il a légèrement bougé, en redressant les épaules. Le monde de Lydia est structuré. Des attentes élevées, certains cercles, une certaine image. Les gens autour d'elle doivent correspondre à ce cadre. Il a soutenu mon regard. Il n'y avait aucune malice dans son ton, juste de la condescendance, polie jusqu'à paraître courtoise. Je respecte le fait que tu essaies de construire quelque chose, a-t-il ajouté. Vraiment. Mais comprends qu'elle évolue à un niveau qui exige un alignement. Son sens était clair, connais ta place. Je l'ai observé pendant un instant, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il réalise que je ne réagissais pas comme il s'y attendait. Notez, ai-je simplement dit. Il a cligné des yeux, s'attendant à une résistance, peut-être des excuses ou une explication. Il n'a rien eu de tout ça. J'ai ouvert la porte. L'air de la nuit était froid et constant, une rupture nette avec la chaleur étouffante et artificielle, derrière moi. Au moment où je suis sorti, Bryce m'a interpellé, d'une voix plus douce cette fois. Pense juste à ce qui est le mieux pour tout le monde. Je ne me suis pas retourné. J'ai descendu les marches, traversé l'allée, et j'ai atteint le trottoir, avec le même calme que j'avais gardé toute la nuit. Pas de colère, pas de blessure, juste une confirmation silencieuse de ce que je savais déjà. Leur monde était construit sur la hiérarchie, et ils s'attendaient à ce que je reste exactement là où ils m'avaient placé, depuis l'enfance. Ils avaient clairement exprimé leur position, et je n'allais plus jouer ce rôle. Leur accès émotionnel à ma personne s'est terminé ce soir-là. À partir de ce moment, j'ai maintenu un contact strictement pratique, uniquement logistique, jusqu'à ce que je ferme définitivement la porte. 6 mois après avoir commencé mon travail, j'ai reçu un appel de Talia, mon amie de l'université. Elle n'a pas commencé par des banalités. Cal, a-t-elle dit, écoute, Maxwell Investment Group ouvre un bureau ici. Il recrute. J'ai déjà glissé un mot. Maxwell n'était pas juste un autre cabinet. C'était le genre d'entreprise dont les gens de la finance parlent, avec un mélange d'envie et de peur. Y entrer n'était pas courant. Y rester n'était pas facile. Quand l'annonce sera-t-elle publiée, ai-je demandé. Elle l'est déjà. Vérifie tes emails. Postule ce soir. Et je n'ai pas perdu de temps. J'ai mis à jour mon CV, je l'ai épuré à l'essentiel, et j'ai imprimé des notes de projets passés. Ensuite, j'ai passé le reste de la semaine à m'entraîner sur des questions types, à lire des rapports publiés par Maxwell, et à réapprendre chaque concept technique que je n'avais pas touché depuis l'université. Pas de drame, juste de la préparation. 2 semaines plus tard, ils m'ont convoqué. L'entretien n'était pas amical. Ils ont tout testé, les marchés, l'analyse, la modélisation des risques, des scénarios de portefeuille réels. Ils m'ont demandé des exemples de situations de pression. J'ai gardé mes réponses courtes, directes, sans essayer de paraître impressionnant, juste factuel. À la fin de l'entretien, le responsable principal a hoché la tête, une seule fois. Nous vous recontacterons. Ils m'ont envoyé un email 3 jours plus tard. Offre acceptée. La directrice de bureau de Harbor Ridge avait l'air confuse, quand j'ai remis ma démission. Vous êtes sûr, a-t-elle demandé. C'est stable, ici. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je dois partir. J'y avais travaillé environ 6 mois. Maxwell m'a fait commencer en tant qu'analyste associé. L'augmentation du salaire de base n'était pas spectaculaire, mais la structure des primes l'était, et l'opportunité comptait. Ma première année là-bas a été simple, travailler, apprendre, livrer. Je restais tard, parce que je voulais finir ce que les autres ne finissaient pas. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour accumuler les résultats. Quand un projet nécessitait quelqu'un pour nettoyer des données à minuit, je le prenais. Quand un analyste senior avait besoin de peaufiner une présentation avant une réunion avec un client, je le faisais. Quand personne ne voulait s'occuper d'un portefeuille en difficulté, d'une petite entreprise de technologie, je me suis porté volontaire. Ce dernier point a changé les choses. Le compte n'était pas prestigieux. L'entreprise était de taille moyenne, locale, et elle traversait des moments difficiles. Le rendement était plat, voire négatif. Les gens voyaient ça comme un projet sans issue. Moi,
j'y voyais une chance de faire bouger les choses. Pendant 3 mois, j'ai suivi les performances de l'entreprise, les tendances de leur secteur, les données de la concurrence, et les cycles du marché. J'ai réorganisé la composition de leurs actifs, équilibré leur exposition au risque, et j'ai effectué des simulations jusqu'à ce que les schémas aient un sens. À la fin du trimestre, le portefeuille affichait un rendement solide, bien au-dessus des prévisions. Mon superviseur m'a appelé dans son bureau, avec les chiffres sur son écran. Ça, a-t-il dit, en tapotant le rapport, c'est exceptionnel. À partir de là, les choses ont changé. Les analystes ont commencé à me demander de l'aide sur leur modèle. Les managers m'ont intégré à des réunions pour lesquelles je n'étais pas initialement prévu. Mon nom a commencé à apparaître dans les chaînes de mails qui comptaient. Pas grâce au charme, juste grâce aux maths. Les résultats font bouger les gens plus vite que la personnalité. Les primes ont commencé modestement, puis ont augmenté. Je ne les ai pas dépensées dans des choses tape à accent grave l'œil. J'ai économisé. J'ai planifié. J'ai traité l'argent comme du carburant, pas comme une décoration. Après 1 an et demi chez Maxwell, j'avais assez d'économies pour faire quelque chose que je voulais faire depuis l'université. J'ai acheté une voiture à Franklin. Pas une voiture de sport, ou quoi que ce soit de ridicule, juste une berline propre, fiable, bien entretenue, avec un bon kilométrage et de bonnes caractéristiques de sécurité. Il n'a pas dit grand-chose quand je lui ai tendu les clés. Il a juste hoché la tête, une seule fois, comme il le faisait quand quelque chose le touchait plus profondément qu'il ne voulait le montrer. Marjorie m'a serré si fort dans ses bras, que j'ai cru qu'elle allait me casser une côte. Une fois cela fait, je me suis concentré sur ma prochaine étape, le logement. Le salaire de Maxwell, plus les primes, plus des dépenses maîtrisées, m'ont donné les moyens de viser quelque chose de plus grand. Je ne me suis jamais soucié de l'image, mais je me souciais de la stabilité. Je voulais avoir un endroit que personne ne pourrait dénigrer. Alors, j'ai acheté un penthouse dans le quartier des Heights, le nouveau développement de North Crest City, avec des lignes épurées, de grandes fenêtres, et des ascenseurs à carte magnétique qui fonctionnaient vraiment. Il ne s'agissait pas de frimer. Il s'agissait de créer une version de ma vie, qui ne dépendait de l'opinion de personne. Entre 2 cycles de primes solides, une remise sur l'achat sur plan, et un prêt immobilier conservateur, les chiffres collaient. Emménager, c'était comme franchir une ligne d'arrivée, et une ligne de départ en même temps. Un matin, environ 1 semaine après avoir emménagé, je descendais vers le hall, une tasse de voyage à la main, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Calvin. Je me suis retourné. Lydia se tenait là, dans l'entrée en marbre du hall, un sac de sport sur l'épaule. Il s'est avéré qu'elle avait emménagé à un étage inférieur, 2 semaines plus tôt. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle demandé. J'habite ici, ai-je répondu. Ses yeux se sont déplacés de moi à l'ascenseur, puis au bouton du penthouse. Ici? Dans les Heights? Ouais. Elle a ouvert la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose d'impressionnant, ou de cinglant, mais rien n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, si je me souviens bien, Lydia n'avait aucun scénario préparé. J'ai hoché la tête, une seule fois. Passe une bonne journée. Puis je suis passé devant elle, calme, sans frimer, pas intéressé par l'expression qu'elle essayait de former. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai eu un dernier aperçu d'elle, toujours debout, en train d'essayer de comprendre. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était solide. Assez solide pour que personne ne puisse plus me rabaisser. Et je l'avais construite comme ça, exprès. Le premier signe que quelque chose changeait est apparu en ligne. Je ne suivais pas Lydia, mais Ola m'a envoyé des captures d'écran. Une photo de Lydia, souriante, à côté d'une vieille photo de nous, enfants. Tellement fier de mon frère Calvin. Nous avons toujours cru en lui. Les valeurs familiales fortes ont bâti son succès. Une autre publication, le lendemain, le soutien familial fait toute la différence. Elle les a programmés parfaitement, juste au moment où les publications sur la saison des mariages commençaient à apparaître sur son fil d'actualité. Je n'ai pas commenté, je ne lui ai pas envoyé de message, et je n'ai rien corrigé. Il était évident ce qu'elle faisait, elle préparait le terrain, pour une demande à venir. Les gens qui préparent un coup se soucient beaucoup de la perception publique, avant d'encaisser. J'ai continué à faire défiler, et je suis retourné à ma journée. 2 semaines plus tard,
j'ai reçu un texto de Lydia. Maman et papa veulent voir ton nouvel appartement. On passera demain. Pas une question, une affirmation. Ils sont arrivés pile à l'heure. Janet se tenait sur le pas de la porte, fixant le plafond du Penthouse, comme si elle était entrée dans un musée. Douglas n'arrêtait pas de hocher la tête, comme s'il approuvait une inspection. Je les ai laissés entrer par courtoisie, pas par attachement. Les barrières sont restées en place. Calvin, a dit Janet, en caressant un comptoir de la main. C'est impressionnant. Très impressionnant, a ajouté Douglas. Tu as bien réussi. Poli, chaleureux, complètement hors de son caractère. Lydia s'est glissée derrière eux, avec un sourire éclatant et déterminé. En fait, nous espérions parler de quelque chose d'important. La voilà. Ils se sont assis, comme s'ils s'apprêtaient à négocier une fusion. Janet a commencé. Comme tu le sais, le mariage de Lydia et Bryce approche. C'est un événement important pour les deux familles. Douglas a acquiescé. Leur lieu de réception, l'organisateur, les arrangements. Tout doit correspondre aux attentes de la famille de Bryce. Puis Lydia a annoncé le chiffre, comme si elle lisait une brochure. Le coût total est d'environ 300 000 €. Maman et papa ont accepté de couvrir la moitié. Cela semblait exorbitant pour Willow Hills, mais le lieu et les fournisseurs étaient à North Crest City, et les parents de Bryce insistaient pour que tout soit importé. C'est comme ça qu'on atteint 300 000 €, en un clin d'œil. Janet est intervenue, avant que nous ne connaissions les chiffres finaux. Douglas a soupiré. Un peu plus élevé que prévu. Puis Lydia s'est penchée en avant. Alors, nous espérions que tu pourrais aider. Juste 150 000 €, sous forme de prêt. On te remboursera. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Ils attendaient tous. Puis j'ai demandé, un prêt, c'est ça? Avec un accord? Douglas a hoché la tête. Bien sûr. Et vous le rembourserez. Janet a joint les mains. Naturellement. Je me suis adossé. Intéressant. Parce que quand j'ai demandé un prêt pour l'université, vous avez dit que, par principe, notre famille ne faisait pas de prêt. Silence. Janet a cligné des yeux. C'était différent. Non. Douglas s'est éclairci la gorge. Nous parlons de la réputation de la famille, ici. Et moi, je parlais d'éducation. Plus de silence. J'ai gardé ma voix égale. Vous avez un principe. Je l'utilise. La même règle. Non. Lydia m'a dévisagé, comme si elle avait mal entendu la phrase. Janet a dégluti difficilement. Calvin, sois raisonnable. Je le suis. Douglas s'est levé à moitié. Pense à ce que cela signifie pour la famille. Je l'ai interrompu d'un petit geste de la main. Cette conversation est terminée. Pas de cris, pas d'emportement, juste une politique. Ils sont partis avec des sourires crispés. Lydia n'a pas regardé en arrière. 2 jours plus tard, Janet m'a envoyé un texto. Chérie, peux-tu nous aider un peu? Juste quelques milliers. On est à court pour une facture. Non. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Calvin, s'il te plaît. Non. Elle a essayé un message vocal après ça. Je ne l'ai pas écouté. Une semaine s'est écoulée. Puis, j'ai croisé Douglas à l'épicerie. Je portais un sac de légumes, quand il s'est mis sur mon chemin, comme s'il m'attendait. Il ne m'a pas salué. Il a juste élevé la voix, assez pour que les chariots voisins l'entendent. C'est moi qui t'ai élevé, Calvin. Un fils s'occupe de ses parents, quand ils ont besoin de lui. Les gens se sont retournés pour regarder. Douglas m'a observé, attendant que je me défende, ou que je me fasse tout petit. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je ne discuterai pas de ça, ici, ai-je dit. Puis je suis passé devant lui. Sans me presser, sans colère, juste en avançant. Il est resté figé derrière moi, pris dans l'attention qu'il avait essayé d'utiliser comme une arme. Plus tard dans la soirée, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Lydia. J'ai répondu sur haut-parleur, tout en consultant un rapport. Sa voix a fusé immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Définis ce qui ne va pas,
ai-je répondu. Tu as mis maman dans l'embarras. Tu as humilié papa. Ils t'ont parlé du mariage. Tu as l'argent. Tu es juste mesquin, à cause de vieilles histoires de lycée. Faux. Tu pourrais nous aider. Tu ne veux juste pas le faire. C'est égoïste. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. La famille de Bryce a des attentes. On ne peut pas arriver en ayant l'air de radin. J'ai attendu. Je voulais que la demande de fonds fasse surface. La voilà. Tu es en train de tout gâcher, a-t-elle lâché. Bonne nuit, Lydia. J'ai raccroché. Le lendemain matin, elle a envoyé un email, une ventilation complète des coûts du mariage, avec des codes couleurs, et des étiquettes, non négociables. Je l'ai ouvert pendant le déjeuner. Les chiffres étaient absurdes. 20 000 € pour des arches florales à thème, 10 000 pour une expérience de mur de photos de famille, 15 000 pour des couverts importés, 8 000 pour un environnement olfactif personnalisé, 12 000 pour des invitations sur mesure, et ainsi de suite. Ligne après ligne de bêtises gonflées. Elle a ajouté une note en bas, c'est pourquoi nous avons besoin de ta contribution. Ces coûts sont fixes. S'il te plaît, comprends. J'ai lu ça comme une facture d'un inconnu, provenant d'une entreprise que je n'avais pas engagée. Puis j'ai fermé l'email. Une campagne de pression ne fonctionne que si la cible cède. Je n'allais pas céder. J'ai tenu bon. Calme, droit, définitif. Ma rage est restée une ligne de conduite. Les dîners du dimanche, avec Franklin et Marjorie, étaient devenus une routine. Leur petite maison sentait toujours les légumes rôtis, et quelque chose qui refroidissait sur le comptoir. Pas de tension, pas de scénario, pas de commentaires de travers, juste un repas, et deux personnes qui pensaient ce qu'elles disaient. Ce week-end-là, Marjorie a mis des serviettes supplémentaires sur la table, et a dit, « Tes parents nous ont appelés, hier. » J'ai haussé un sourcil. Pourquoi faire? Franklin a répondu avant elle. Pour de l'argent. Marjorie a secoué la tête. Ils tournaient en rond, prétendant qu'ils sont sous pression, qu'ils sont censés contribuer à une grande partie du mariage de Lydia, et que ce serait une tragédie de ne pas être à la hauteur. Franklin a versé de l'eau dans nos verres. Puis ta mère a suggéré que nous vendions la voiture que tu m'as achetée. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a dit qu'elle prenait juste la poussière dans notre allée. J'ai cligné des yeux, une seule fois. Elle a dit ça à voix haute? Elle l'a fait, a confirmé Marjorie. Franklin a posé le pichet avec un bruit sourd et maîtrisé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que si elle en reparlait, l'appel prendrait fin. Elle en a reparlé. Alors, j'ai mis fin à l'appel. C'était Franklin en une phrase. Calme, jusqu'à ce que quelqu'un franchisse une ligne, puis inébranlable. Marjorie a soupiré. Ils sont désespérés, à la recherche d'argent et d'approbation. Ils se fichent de savoir d'où ça vient. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils avaient exploré tous les angles possibles avec moi. Passer à mes grands-parents était prévisible. Au cours de la semaine suivante, les ragots se sont répandus dans tout Willow Hills. Les petites villes n'ont pas besoin de précision pour faire du bruit. Quelqu'un a prétendu que j'avais refusé d'aider la famille en crise. Quelqu'un d'autre a dit que j'avais abandonné mes parents après être devenu riche. Apparemment, j'avais même coupé les ponts avec Lydia parce que j'étais jaloux. Rien de tout cela n'était surprenant. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas publié de longues explications en ligne. S'expliquer à des gens qui ont déjà choisi leur camp, c'est une perte de temps. Puis Kyle est apparu. Je l'ai croisé sur le parking d'une quincaillerie. Il a commencé avec un sourire qui ne collait pas à la situation. « Mec, tout le monde parle de toi », a-t-il dit. « J'ai vu tes parents l'autre jour. Ils ont l'air anéantis. » J'ai attendu. Kyle aimait toujours faire durer le suspense, avant d'en venir au fait. « Écoute », a-t-il dit, en déplaçant son poids. « Je comprends. Tu es blessé. Mais peut-être que tu devrais voir leur point de vue. » « Quel point de vue, ai-je demandé. Ils t'ont élevé, et ils sont en difficulté. Tu t'en sors bien, maintenant. Tu pourrais être le plus intelligent. On n'a qu'une seule famille. J'ai hoché la tête, une seule fois.
C'est vrai. Il s'est éclairé, pensant que j'étais d'accord. Puis j'ai ajouté, personne ne leur a dit d'être de meilleurs parents. Kyle s'est figé. La phrase a atterri exactement là où elle devait. Je l'ai contournée, et j'ai continué à marcher. Il ne m'a pas suivi. 2 jours avant le mariage, Lydia est venue à mon immeuble. Pas dans le hall, à ma porte. Elle a frappé légèrement, comme le font les gens qui essaient de paraître doux. Quand j'ai ouvert la porte, elle a affiché un sourire étudié. « Cal », a-t-elle dit, doucement. « On peut parler ?» Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. « Dis ce que tu as à dire. » Elle est entrée, sans attendre d'invitation. « Je ne veux pas qu'on soit comme ça. On est frères et sœurs. On devrait se soutenir. » La voilà, l'ouverture pacifique. Elle s'est assise sur mon canapé, comme s'il lui appartenait. Le mariage est important, Cal. Pas seulement pour moi, pour maman et papa. Ils ont fait tellement d'efforts, et ils sont embarrassés. La famille de Bryce a des attentes. On ne peut pas arriver en ayant l'air de rien. Puis elle a changé de ton, exactement comme prévu. Si tu pouvais aider, même une partie, ça changerait tout. Tu sais, on te rembourserait. Je l'ai regardée, calmement. Non. Elle a cligné des yeux, rapidement. Tu n'y as même pas réfléchi. Si. La réponse est toujours non. Elle s'est levée brusquement. Alors c'est tout. Tu préfères laisser tes parents passer pour des pauvres? Ils ont créé la situation. Ils peuvent en gérer les conséquences. Sa voix s'est brisée de colère. Tu es incroyable. Tu te crois au-dessus de tout le monde, maintenant. Je ne suis au-dessus de personne. Je ne suis juste pas disponible. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, attendant quelque chose. Des excuses, une fissure, n'importe quoi. Je ne lui en ai donné aucune. Au revoir, Lydia, ai-je dit. Elle est sortie en trombe. Ce soir-là, Talia m'a envoyé un texto. Talia, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais pour info, tes parents ont finalement dit à la famille de Bryce qu'ils ne pouvaient pas payer leur part. Talia, ses parents n'étaient pas contents. Ils réduisent les coûts partout. On dirait que le mariage va être sérieusement revu à la baisse. Elle a ajouté, tu as fait le bon choix. Je voulais juste que tu le saches. Le mariage a eu lieu ce week-end-là. Je n'étais pas invité. Pas de surprise. Franklin et Marjorie ont reçu une invitation, mais ont décliné. Nous avons des projets avec notre petit-fils, leur a dit Franklin. Nos plans étaient simples, une longue promenade, un déjeuner en terrasse, et un après-midi tranquille à regarder un vieux film, dans leur petit salon. C'était plus authentique que tout ce qui se passait de l'autre côté de la ville. 2 jours après le mariage, mon téléphone s'est allumé avec un message de Janet. Tu nous manques. Passe un de ces jours. Pas de ponctuation. Aucune reconnaissance des derniers mois. Aucune mention des demandes d'argent, de la culpabilité, de la pression, ou du spectacle public à l'épicerie. Juste une remise à zéro désinvolte, comme si tout n'avait été qu'un malentendu. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de jouer le jeu. J'ai fixé le message pendant un moment, pas en colère, pas tenté. Puis j'ai verrouillé mon téléphone, et je suis retourné à ma journée. Pas de réponse, pas de dispute, pas de retour. Certaines personnes pensent que la conclusion vient des conversations. La mienne est venue de la cohérence. Ne plus avoir de contact, ce n'est pas une vengeance. C'est de l'entretien. À partir de ce dernier texto, plus de contact. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Et j'avais enfin la paix, pour les garder séparés. Vous avez lu ceci comme une histoire. Mais rendons les choses réelles, une seconde. Si vous étiez moi, si vos parents se moquaient de vos objectifs, refusaient de vous aider quand vous en aviez besoin, essayaient de vous piéger dans une vie sans grande perspective, se moquaient de vos progrès, manquaient de respect à votre travail, réécrivaient vos réussites. Pour ne réapparaître que lorsqu'il y avait de l'argent en jeu, que feriez-vous, honnêtement? Leur pardonneriez-vous? Devrais-je le faire? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer des histoires toujours plus nombreuses, et de meilleure qualité. Merci.